Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau numéro du podcast NBA Extra. On est le lundi 12 janvier et je suis avec Fred Weiss. Salut Fred. Salut. Tu vas bien ? Je vais pas mal. J'essaie de me remettre d'un Covid qui est long là et j'avoue que je galère un peu. Tu vas un peu mieux quand même que la dernière fois que je t'ai vu. Mais je dors des 15 heures par nuit, c'est un peu compliqué là. Ok, donc tu peux pas regarder la NBA la nuit en ce moment. Je regarde le matin, vu que je m'endors à 14h ou 15h, oui, et ça je va. fais toute la nuit, au contraire, c'est peut-être même mieux. Ouais, j'ai pas plus trouvé mal. le bon décalage. C'est parfait. On va évidemment parler aujourd'hui d'un joueur qui anime pas mal de débats récemment, c'est Ja Morant. Depuis quelques jours, Memphis est ouvert à son départ. Ja Morant, il a joué que 18 matchs cette saison et il y a pas mal d'équipes qui sont sur lui, malgré son gros contrat, malgré son attitude, malgré pas mal de choses qui vont pas. Écoute, il y a encore quand même pas mal d'équipes qui sont intéressées par Ja Morant. On va faire la liste et on va essayer de voir ensemble les positifs et les négatifs de chaque équipe, enfin, ce qui pourrait apporter à ces équipes et pourquoi elles doivent ou ne pas le faire, ce trade. C'est super dur ce que tu demandes. C'est un peu parce qu'en fait, j'ai un problème avec ce garçon. Tu sais que c'est un joueur que j'adore. C'est pas normal, parce que moi j'aime le jeu structuré, etc. Ja Morant, c'est le mec, je me lève la nuit pour voir ses matchs. Donc, et de l'autre côté, j'ai conscience de qui il est quand même. Donc c'est compliqué quand même pour moi. Mais je pense que déjà, il y a encore, ça remonte, mais il y a 3 ans, 4 ans, quasiment tout le monde en fait était fan de Ja Morant. C'était compliqué de dire Ja Morant, j'aime pas. C'était impossible. Le type claquait des dunks de malade, il était parfois clutch, c'était un leader, il a un charisme. Ou alors c'est le genre de mec qui mange des biscottes et de boivent de l'eau et dit le festin de matin. Exactement. C'est tout, sans beurre, sans confiture sur la biscotte, c'est horrible ça. Oui, mais si t'aimes pas, à l'époque là, si t'aimes pas Ja Morant, t'es ce genre de mec en fait. Exactement. Et maintenant, finalement, tout le monde s'est mis entre guillemets à le détester. C'est un peu le gars sur qui on aime bien tomber. Après, il nous donne des raisons de lui tomber dessus. Ouais, pas toujours. Alors, je trouve qu'on est un peu dur. Et il y a le délit de sale gueule aussi, j'allais y venir. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il y a plus un délit de sale gueule, parce que, alors, évidemment, c'est pas le mec le plus intelligent, et parfois, dans sa communication, il est très mauvais. Mais parfois, je trouve que d'autres font la même chose, et on leur tombe un peu moins dessus. Donc, je pense qu'il a créé cette situation aussi, parce qu'il a fait tellement d'erreurs dans sa communication une nouvelle fois, que c'est assez logique qu'on lui tombe dessus. Mais parfois, je trouve que c'est un peu exagéré. Et encore une fois, je te dis, j'adore ce joueur et parfois il m'énerve aussi comme tout le monde, quoi. L'une des équipes qui sera intéressée pour lui, c'est sorti, je crois que c'était hier, c'est les Bucks qui réfléchiraient à faire un move pour lui. Est-ce que Milwaukee, ça serait une bonne destination pour toi pour devenir le lieutenant de Giannis, sachant que depuis la dernière déclat du Grec, je te trouve qu'il y a un peu tout qui a été remis en question du côté des Bucks, parce que il y a encore une semaine, on se disait Milwaukee doit absolument bouger d'ici la trade deadline pour absolument être compétitif et garder Giannis. Là, avec la dernière déclat du Grec qui dit en gros, quoi qu'il arrive, moi je ne demanderai jamais à partir, on peut se dire que les Bucks ont du temps finalement et ne sont pas dans l'impératif de faire quelque chose pour contenter Giannis Antetokounmpo. J'ai pas du tout la même lecture. Non, moi je pense que lui, en gros, ce qu'il explique, de ce que je comprends, encore une fois, je peux me tromper, mais de ce que je comprends, c'est que lui, il demandera jamais. Mais qu'en sous-marin, ses agents le feront peut-être. Et que justement, il ménage la chèvre le chou en disant, d'un côté, moi j'aime Milwaukee, et c'est vrai, je pense qu'il y a un vrai attachement à cette franchise, et de l'autre côté, moi, si je dois partir, je veux pas m'embrouiller avec Milwaukee quoi qu'il arrive. Donc moi, je fais mon taf, je continue mon taf, et si dans les tractations avec mes agents et la franchise, je dois partir, je partirai. Mais ça serait se couper de toute cette franchise en disant moi je veux partir en fait. C'est pas ce genre de mec, c'est pas un mec conflictuel. C'est pas en bugne à bugne en fait. C'est pas ce genre de mec. Il a dit je ne demanderai jamais à partir des Bucks. Lui il ne demandera jamais. Ouais, mais si c'est ses agents, c'est la même chose. Non, je suis pas d'accord, c'est pas exactement pareil. Ça va être très mal pris par le public si un jour ses agents demandent. Je suis pas sûr parce que ça dépend comment tu le vends, ça dépend quelle est la relation avec les Bucks, ça dépend si les Bucks commencent à expliquer que c'était mieux pour tout le monde, on est content pour Giannis qu'il aille dans un meilleur projet, etc. Enfin, tu vois, ça dépend comment c'est vendu. Donc moi j'ai pas cette lecture vraiment. Et donc, Ja Morant à Milwaukee, est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée ? Moi, au départ, j'étais un peu circonspect, et puis en fait, en creusant un peu, quand tu sais que les Bucks, pour moi, déjà, il faut partir d'un constat très simple. L'équipe qui veut accueillir Ja Morant, par-dessus tout, elle doit avoir un bon spacing. Ça doit être une équipe à droite à 3 points, qui a un jeu collectif établi, et rajouter un électron libre, on va dire, comme Ja Morant dans cette équipe. Ça fait cher l'électron libre. Ça fait cher l'électron libre, mais on va voir juste après que je trouve que c'est pas si cher s'il redevient le Ja Morant qu'on a tous aimé. Donc aux Bucks, moi je me suis dit, je trouve que c'est pas il y a d'autres équipes qui sont intéressées par lui, je pense que c'est pas Milwaukee qui serait le moins bien.
Mais il serait pas mal, et je pense que les gens à Milwaukee seraient ravis. Parce que quand tu as un joueur comme ça, et effectivement, s'il redevient ce qu'il est, il va faire du spectacle, il va amener des gens dans la salle, même s'il y a des gens quand même dans la salle à Milwaukee, mais il va continuer à les amener, il va y avoir du spectacle, et ça sera une équipe plaisante à voir jouer. C'est une évidence. Mais tu gagnes quoi avec ça, en fait ? C'est quoi ton intérêt ? Tu gagnes quoi ? Est-ce que d'un seul coup, tu deviens contender parce que tu as Ja Morant ? Non. Ben, moi, en tous les cas, je ne pense pas. Je pense qu'il n'a pas cette capacité à te permettre de franchir, parce que c'est pas un palier, c'est presque 3 paliers par rapport à la situation des Bucks actuelle. Je suis pas sûr qu'il ait cette capacité. Même si, encore une fois, je suis le premier défenseur de Ja Morant, j'adore Ja Morant, je suis pas sûr que l'équipe de Milwaukee ait le potentiel, et surtout, il faut envoyer des gens. T'as pas beaucoup de marge de manœuvre du côté de Milwaukee, donc ça veut dire qu'il faut envoyer des gens. Je vois pas, vraiment je vois pas. Ils n'ont pas grand-chose à offrir, ils ont rien. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que le fit Giannis-Ja Morant peut vraiment être déjà peut donner envie de Giannis de rester, et ça lui offre vraiment pour le coup un lieutenant qu'il n'a pas eu depuis Chris Middleton, parce que la parenthèse d'Damian Lillard, elle était trop courte pour se faire réellement une opinion. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Shaq Kobe, mais dans le sens inverse. C'est le grand qui est sérieux, appliqué, travailleur, etc. Et l'autre qui est complètement fou, et ça ressemble un peu à ça. Mais sauf que on parle pas du même niveau de basketteur quand même. Non, tout dépend de comment on place le curseur sur Ja Morant et comment on le voit. Pour revenir à son histoire de contrat, l'un des points positifs entre guillemets du contrat de Ja Morant, c'est que l'équipe qui l'acquérera, elle l'a jusqu'au moins à l'été 2028. Donc ça veut dire qu'il y a encore 7 saisons plus 2 années pleines de Ja Morant. Tu pars pas dans les mêmes. C'est pas comme Trae Young qui a une player option pour la saison prochaine, tu vois, avec Washington. Même s'il va re-signer a priori à Washington, logiquement. Mais au moins, tu te dis, si tu as Ja Morant, tu finis la saison, tu vois comment ça se passe, et après, tu as 2 ans pour construire ou reconstruire quelque chose avec lui. Ou essayer de le retrader. Essayer de le retrader, mais là, ça sera encore plus compliqué. Alors, très objectivement, c'est malheureusement un mec qui est fragile en ce moment, qui se blesse souvent. Donc, s'il joue 50 matchs, je suis pas sûr que tu sois très content d'avoir Ja Morant. Et encore plus si tu l'as pour 2 ans et demi. Donc, honnêtement, Ja Morant est un joueur fantastique. Ja Morant, quand il est sur le terrain, il peut apporter énormément. C'est un électron libre, oui, mais de qualité plus quand même. Mais à un moment, faut se rendre compte des réalités quand même. Il joue pas énormément, il fait quand même quelques conneries. Mais c'est sûr que c'est un pari. C'est forcément un pari sur l'avenir que tu fais avec Ja Morant. C'est risqué, en fait. C'est pas un pari où tu as 50-50. C'est un pari à 42 millions la saison prochaine et à 44 la suivante, sur la dernière année. Moi, je fais rarement des paris à cette somme-là. Alors, toi, faut les avoir déjà. Voilà, moi, je les ai pas. Peut-être. Moi, je les ai pas. C'est peut-être pour ça, alors. Et si on les avait, on le ferait pas. On le ferait pas non plus. Si je rejoins ton opinion, ça veut dire qu'en fait, il y a aucune équipe qui doit tenter le truc, qui doit tenter Ja Morant. C'est exactement ça. Donc on arrête là. Non, c'est pas ça. C'est que quand tu m'as envoyé ce qu'on allait faire, tu me dis qui doit se jeter sur Ja Morant. Qui doit foncer, sur Ja Morant. Personne. Foncer, non. Par contre, si tu as une opportunité, si ton équipe trouve qu'elle stagne, si tu as envie de spectacle, si tu as envie de ramener des gens dans le public, si tu as envie de progresser, parce que tu vas progresser un petit peu quand même avec Ja Morant, oui. Mais si tu veux vraiment te placer dans les contenders, non. Ah oui, non, mais il y a une différence entre une équipe qui doit foncer sur Ja Morant. Et attends, moi j'ai une équipe, pour moi, évidemment, si les étoiles s'alignent. Je sens qu'on va attendre des accords. Si les étoiles s'alignent. On va attendre des accords. C'est peut-être le truc qui. Alors après, on va me tomber dessus si ça marche pas, mais ça peut être le joueur qui peut faire changer de dimension, faire changer légèrement de dimension à une équipe. Pour moi, c'est Minnesota. Et là, vu le blanc qu'il y a, je me dis que tu n'es pas d'accord avec moi. En fait, tu te rends compte. Moi, je suis convaincu. Du côté de Minnesota, donc ça veut dire qu'il faut que tu envoies beaucoup du lourd. Je suis convaincu qu'à Minnesota, ils sont vraiment pas loin de pouvoir jouer le titre. Oui, donc tu prends un vrai meneur gestionnaire qui gère les fins de match. Ah non, c'est pas ça. Mais moi, je veux quelqu'un qui puisse aider Anthony Edwards dans les fins de match au scoring. Oui, mais pas lui. Je pense que Minnesota peut tenter le coup. Honnêtement, moi, je pense que ce serait ridicule. Parce qu'en plus, je te dis, tu vas devoir envoyer du lourd quand même. Tu dois te séparer de qui ? Déjà, j'en ai déjà parlé avec Chris l'autre fois, mais le contrat de Naz Reid, c'est obligé que tu le bazardes. Eh ben putain, moi, pardon, ça me fait mal de perdre Naz Reid avec ce qu'il apporte. Moi, ça me fait vraiment mal. Minnesota, ils sont à un plafond pour moi, qu'ils n'arriveront pas à dépasser s'ils restent avec cette équipe. Ja Morant. Non, je t'explique juste que sur le marché actuellement, il y avait Trae Young, il y avait Ja Morant, il n'y a plus que Ja Morant actuellement. Mais j'aurais préféré Trae Young. Après, si, il y a d'autres joueurs, bien sûr, mais qui ne sont pas dans la même. Pas dans les mêmes catégories. Si tu me dis que tu ramènes Trey Murphy à Minnesota, j'applaudis des 2 mains. C'est évident. Évidemment. Mais c'est pas sur ce poste de meneur où il y a la plus grosse nécessité. La plus grosse nécessité, c'est sur le poste de meneur. Donc Trey Murphy, c'est pas vraiment. Voilà, c'est pour ça que je te dis. Nécessité absolue, en fait. À ce poste-là, il n'y a pas grand-chose sur le marché pour Minnesota. Mais ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin d'un meneur, je suis d'accord. Mais ils n'ont pas besoin d'un meneur.
foufou. Je sais pas s'ils ont besoin d'un meneur gestionnaire, je sais pas. Moi, je pense que si. Quelqu'un qui peut soulager un petit peu Anthony Edwards, qui peut envoyer le ballon où il faut. En fait, je pense qu'il faudrait que quelqu'un, qui envoie le ballon où il faut, en fait. Moi, qui peut mettre des points aussi. Je suis d'accord avec toi, mais Anthony Edwards a tellement progressé, on en parlera d'ailleurs juste après de Ant-Man, il progresse tellement de saison en saison, et il a acquis un peu ce côté plus gestionnaire cette saison à Minnesota, du fait qu'il n'y ait plus de meneur de jeu, que Mike Conley soit vraiment en fin de course. 2.0, moi je signe tout de suite. Oui, voilà, mais je trouve qu'Anthony Edwards, à terme, il peut se muer en... Tu vois, Shea, au départ, on ne dit pas que c'est un meneur gestionnaire, on ne dit pas que c'est le joueur absolu à la main, et au final, Ant-Man, il a 2 ans de moins que lui. Et peut-être que dans 2 ans, Anthony Edwards, il fait aussi bien que Shea Gilgeous-Alexander, tu vois ce que je veux dire? Dans la gestion, non, je crois que c'est pas tout à fait la même façon de penser, mais je comprends ce que tu veux dire, et c'est pas ridicule. Pour moi, il a un plafond, Anthony Edwards, qu'on connaît pas encore. Et c'est pour ça que dire faut absolument un meneur gestionnaire à côté d'Anthony Edwards, j'en suis pas totalement convaincu. Quand je parle de gestionnaire, c'est quelqu'un aussi capable de mettre des points, quelqu'un qui peut porter le ballon de temps en temps, le soulager en fait, tout simplement, parce que en fin de saison, les matchs ça pèse, le fait d'avoir porté le ballon tout le temps ça pèse. Alors Randle, je trouve, est bien mieux actuellement, et donc ça aide un petit peu de ce point de vue-là, mais je sais pas, je trouve que vraiment toute l'attaque est basée uniquement sur Anthony Edwards quand même. Et oui, c'est ça le problème. Alors qu'avec un deuxième scoreur à côté de lui, ça serait quand même beaucoup plus simple. Un mec qui défend peu et qui perd beaucoup de ballons et qui est fou. Moi, j'aime beaucoup ta façon de penser. En fait, j'aurais dû commencer par ça. On part du principe que Ja Morant va être meilleur que ce qu'il est cette saison à Memphis. Sinon, effectivement, il n'y a aucune équipe qui veut Ja Morant. Mais le principe du pari et de relancer un joueur, c'est que ça va fonctionner. Si tu penses dès le départ que ça ne peut pas marcher et que quoi qu'il arrive, ça a une cause perdue de Ja Morant, effectivement, il n'a même pas sa place sur un banc NBA. Si, alors, pas à 42 pour le coup, pas à 42 millions. T'exagères un petit peu. Mais Ja Morant est un joueur d'un niveau supérieur. Ça, c'est une certitude et on est tous d'accord. Mais il a des blessures, en fait. Et en fait, pourquoi il est pas bon? Parce qu'il a eu beaucoup de blessures, parce qu'il a eu beaucoup d'arrêts, parce qu'il est pas beaucoup sur le terrain. Et donc, forcément, t'es moins bon. Donc, t'es moins aérien parce que t'as un peu peur, etc., etc. Il faut quand même recontextualiser. Pour moi, Ja Morant, c'est dur. Oui, c'est un pari. Oui, ça peut réussir. Mais si maintenant, encore une fois, en revenant sur nos paris, on devait choisir, moi, je prendrais pas ce pari, en fait. J'aurais trop peur. Pour moi, c'est un pari trop risqué d'échanger Nasrid. Ah, mais je te parle de Nasrid. Oui, mais je suis d'accord, sauf que qui d'autre? Ouais, il n'y a pas grand monde d'autre. Donc, t'envoies Nasrid, DiVincenzo. Ouais, c'est à peu près ce qu'il faudrait. Ouais. Et tu reçois Ja Morant? Ouais. Je signe pas du tout. Hein. Moi non plus, je signe pas du tout, mais en fait, Minnesota fera. Comment dire? Minnesota peut pas faire mieux que ce qu'ils font actuellement. Oui, je suis d'accord. Donc, il faut changer quelque chose. Et Ja Morant peut être une solution ou un pari. C'est un pari ultra risqué. Là, tu casses tout à Minnesota qui fait finale de conf l'année dernière, je crois. Je pense que 2 années de suite. Je pense qu'ils le feront pas. Je pense qu'ils le feront pas. Ils oseront pas le faire. Je te dis, moi, s'ils font Trae Young, je le comprends un petit peu mieux. Même j'aurais préféré Trae Young, bien sûr. Mais là, non, Ja Morant, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Pas en l'état. Le Ja Morant il y a 3-4 ans, quand il est excellent, etc., je le fais tout de suite, par contre. Là, il y a trop d'inconnus, en fait. Bon, j'ai une équipe sur laquelle tu seras forcément d'accord. C'est sûr que non. Miami. Mais voilà, déjà, c'est sûr que non. Alors, on fait Miami, et après, tu me diras quelle équipe doit foncer sur Ja Morant. Ok. Personne. Bon. On va passer à... Ah si, j'en avais une autre. Et je pense qu'ils peuvent le tenter. C'est Chicago. Qui n'a pas un bon spacing, donc ça annule ce que j'ai dit avant. Mais en fait, ça serait le joueur parfait pour relancer une équipe moyenne et qui va rester moyenne si elle ne change pas quelque chose. Et t'envoies qui? Kobe White? Ouais, Kobe White, ouais. Ah oui, tu balances Kobe White comme ça, t'es dur. Et juste pour... Je pars toujours du principe que Ja Morant va être meilleur dans le futur, dans un nouveau contexte, dans un nouvel environnement, avec une nouvelle équipe, un nouveau coaching staff. Peut-être que ça peut lui mettre un coup de pied aux fesses aussi d'être tradé enfin. Peut-être qu'il attend que ça aussi pour se remettre au boulot. Tu vois, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais Chicago, pour le coup... Chicago, je ne trouve pas ça si mauvais que ça. En fait, tu sais que... Mais perdre Kobe White, ça me pique un peu quand même. Ouais, mais à terme, Didi, Kobe White, je pense pas que ça restera ensemble quoi qu'il arrive. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire, mais on a éludé vite la question de Miami. Et on peut passer à... Ouais, on peut en parler vite. Miami, c'est simple, non? Ils doivent aller sur Giannis. Ouais, mais... Ouais. Davion Mitchell, il envoie le ballon où il faut à chaque fois. Tu as des points de l'extérieur, et tu peux envoyer des joueurs qui peuvent intéresser les Bucks, et tu récupères Giannis. Voilà, c'est tout simple. Et maintenant,
Comme ça, tu as toute la fin de saison pour t'habituer à Giannis, et l'année prochaine, tu deviens un contender à l'Est. Ouais, je pense que là, c'est un peu plus compliqué que ça, mais, à faire, on est d'accord. Évidemment, et là, je suis en train de faire les lignes faciles. Ça, parce que pour Ja Morant, tout est très très compliqué, mais là, avec Giannis, d'un coup, ça devient... C'est beaucoup plus compliqué, évidemment, mais c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Pour moi, en fait, c'est quoi l'ambition de Miami, faire les play-in tous les ans? Ah non, mais c'est la même chose. En fait, c'est dans la même situation que Chicago. C'est une équipe ultra moyenne qui sait qu'elle va terminer entre la 7e et la 10e place. Et qu'il y a un moment, si tu ne changes pas quelque chose, tu pars encore pendant 10 ans de pour moi, moyenne, Miami a une équipe super sympa, un coach énorme. Je trouve que c'est dommage de perdre ces années-là. Donc je pense vraiment que tu dois t'appuyer sur ça. Tu peux prendre Giannis. Tu finis la saison, tu t'en fous si tu fais les play-in ou pas. Ils les ont fait tout le temps et ça n'a servi à rien du tout. Donc à la limite, tu bazardes la fin de saison. En tout cas, t'intègres Giannis et tu vois ce que ça donne. Et l'année prochaine, t'es prêt. Et t'as de quoi envoyer, en fait. T'as de quoi envoyer pour qu'ils soient contents, les Bucks. Donc moi, c'est ce que je fais. Donc je ne prends pas Ja Morant. Après, je rappelle là que parmi les équipes que je lis, c'est les équipes qui seraient intéressées sont les médias américains par Ja Morant. C'est pas moi qui dis Minnesota doit y aller. C'est Minnesota qui aura un intérêt pour Ja Morant. Je rappelle ça. À part pour Chicago aussi là pour le coup que j'ai inventé. Je me suis dit pourquoi j'ai réfléchi. Je me suis dit pourquoi pas les Bulls. Tellement bien dans les bureaux aux Bulls que. Et en fait voilà, il faut aussi se dire quel GM pourrait être fou pour tenter le coup avec Ja Morant. Et pour moi, Sacramento et Chicago, c'est les deux pendants, Est-Ouest. Mais en fait, Chicago, comme ils sont en retard sur les stades qu'ils reçoivent, ils ont reçu les stades il y a 3 ans, donc je pense qu'ils y vont directement en disant franchement, c'est un super coup. C'est possible. Et puis finalement, si tu changes rien à Chicago, je te jure, mais c'est pareil. Ils vont jouer pendant 10 ans encore le play-in et ça ne changera jamais. Elle n'est pas désagréable à regarder jouer quand même, cette équipe de Chicago. Non, il y a un entre truc... Boudzelis, Boudzelis, Guidi. En fait, tu as une base. Kobe White, que tu n'aimes pas. Patrick Williams. Patrick Williams, il n'est pas mauvais. Ouais, non, mais je comprends ce que tu dis. Par rapport aux attentes qu'on avait, c'est catastrophique. Évidemment, mais il n'est pas mauvais en ce moment. Non, ça, je suis d'accord. Mais quoi, c'est 4e choix de. Oui, choix de draft. Par contre, c'est un peu haut. Ça, c'est un peu dur. Écoute, on a terminé. Ah non, il y avait les Raptors aussi. Juste avant qu'on démarre ce podcast, j'ai vu passer que Toronto réfléchirait aussi à faire venir Ja Morant. Toi, qui aimes beaucoup Toronto, je crois que tu n'es là non plus pas trop pour. En fait, je suis très partagé. Parce que d'un côté, je serais super hypé de voir Ja Morant là-bas, etc. Imagine Ja Morant avec le maillot des Raptors claquer des gros dunks. Voilà, ça serait hyper stylé. Évidemment que tu gagnerais encore en hype, etc. sur cette équipe. Mais de l'autre côté, je me dis, ça joue pas si mal comme ça. Pourquoi tu veux tout casser encore une fois? T'as Quickly qui est en courant alternatif, oui, mais quand il est bon, il peut être très bon. T'as une équipe où il n'y a pas une tête qui dépasse vraiment. Brandon Ingram, un tout petit peu, peut-être RJ Barrett à égalité avec lui. Mais c'est une équipe qui me plaît comme elle est. Le coach est plutôt bon lui aussi. J'aime leur façon de jouer, leur spacing, etc. Je sais pas s'il casserait pas un peu tout, Ja Morant. Mais je suis partagé. Dans tous les cas, Emmanuel Quickly serait inclus dans le deal pour faire venir Ja Morant. Évidemment, et je sais pas. C'est certain. Je sais pas, ça dépend ce que tu perds. Moi, j'envoie Gradedick et Quickly, et là, je prends Ja Morant. Non, mais en vrai... si c'est que ça, je prends. En vérité, je suis pas sûr que... alors, à part mon échange fou pour Minnesota, mais je suis pas sûr que tu puisses avoir beaucoup mieux aujourd'hui que Ja Morant, pour Ja Morant que Emmanuel Quickly et Gradedick. Hein. J'y vais. Ah, voilà. C'est donc j'ai trouvé... c'est bon, j'ai trouvé ton point faible. Les Raptors. Mais les Raptors, c'est une équipe tellement fun à regarder. T'aurais quand même Ja Morant, Brandon Ingram, RJ Barrett... Ça ferait quand même un trio assez... Et Scotty Barnes, bien sûr. Et Scotty Barnes. T'as 4 joueurs, franchement... Alors pareil, pour le spacing, c'est pas fou. C'est pas le problème. On veut voir des dunks, on veut voir de l'énergie, on veut voir de l'envie, on veut voir du spectacle à Toronto. Ok. 4e de l'Est, Toronto. Ils ont le profil de l'équipe qui peut se dire, bon, malgré que ça soit ouvert à l'Est, on est quand même assez loin, là, en vérité, de Détroit et New York. On est loin, on n'est pas à des années-lumière, mais pour cette saison, ça sera pas possible. Sauf énorme surprise. Après, arrête, en fait, plus moi, j'aime bien tirer des plans sur la comète. Mais j'ai plus envie maintenant. Non, je me dis, ça se passe pas si mal, ils sont 4e. Mais en fait, je suis tellement hypé de me dire Ja Morant au top, etc., ça peut être génial, mais l'équipe fonctionne. Donc je suis vraiment à 50-50, quoi. C'est là où t'es pas juste. C'est que pour Toronto, tu te dis, je vois Ja Morant au top, dans cette équipe, ça serait génial. Par contre, quand je te le propose à Milwaukee, ça peut pas marcher. Mais parce qu'il n'y a rien à Milwaukee. Il n'y a rien en échange. Déjà, le peu de trucs que tu as, tu vas devoir l'échanger. Ouais, tu dégages, pardon. Tu envoies à minima Kuzma ou Portis. Kuzma, je donne. Ouais, Kuzma, je donne, mais sans problème, ils accompagnent à l'aéroport. Mais c'est Memphis qui ne sera pas d'accord pour le récupérer. Non, je crois pas. Et Louis Portis, non, c'est pas possible.
Ouais, pas possible là-bas. Donc tu vois, t'as pas grand-chose à offrir en échange. Tu te déplumes complètement. Alors que au Raptors... Ryan Rollins et Kuzma. Si vraiment t'as très peu d'offres, Memphis, Ryan Rollins, ça peut être pas si mal Rollins, à ça fait mal récupérer. parce qu'il fait une très belle saison. Tu sais qu'il a enchaîné 37 matchs de suite à plus de 10 points. Il y a que Giannis et LeBron. Et non, à Milwaukee, je parle. Il y a que Giannis et Damian Lillard qui ont fait mieux. Donc, dans l'histoire des Bucks. Dans l'histoire des Bucks. 37 matchs à plus de 10 points de suite. Karim, il a joué. Karim, il l'a pas fait. Je te dis, c'est ce qu'ils ont annoncé. Ok. Ah là, celle-là, elle est pas mal. C'est te dire aussi l'état de cette franchise. C'est pour ça. Avant que Giannis Antetokounmpo ne signe à Milwaukee. Exactement. C'est vrai que moi, j'ai grandi avec les Bucks qui étaient. C'était l'équipe que tu n'avais pas envie de regarder si tu ne savais même pas à quoi elle servait en NBA. Oui, clairement. On est d'accord. Mais il a changé ça. Il a changé. Il sera bien à Miami. Il fait meilleur. Ouais, mais ça n'a pas l'air de le déranger, je crois. Non, mais bon. Attends, il a dit qu'il ne demanderait jamais son départ, donc il restera à Milwaukee quoi qu'il arrive. C'est quoi ce grec là qui aime pas la chaleur? Ouais, c'est bizarre. En vrai, c'est hyper bizarre. Un grec qui kiffe le Wisconsin. Ouais, c'est ça. C'est un délire, c'est vrai. Il y en a un autre qui vit dans le froid, c'est Anthony Edwards. J'ai voulu profiter du fait qu'il ait passé la fameuse barre des 10 000 points. Tu as vu ça il y a quelques jours. Oui. Plus jeune joueur, on l'a dit, à atteindre ce seuil derrière LeBron et KD. Bon, c'est dire déjà l'animal quand même de faire ça, parce qu'il y a quand même quelques beaux noms, juste de beaux noms devant lui. Déjà, Anthony Edwards, c'est 72 matchs, 79, 79 sur ses 5 premières saisons. Ah, mais c'est un homme de fer. Minnesota. C'est un homme de fer. Déjà, cette stat, je trouve qu'elle est c'est jamais vraiment mis en valeur. Anthony Edwards ne se blesse jamais, sauf cette saison, il a raté déjà 7 matchs. Il a raté des matchs, et en plus, tu as vu, normalement, il avait une entorse, les mecs ont dit, il reviendra pas avant je sais pas combien de temps, et le mec est revenu assez rapidement quand même. C'est un athlète de fou déjà. Mais je pense que musculairement, il est juste exceptionnel. Et il a cette volonté en plus. En plus, il a l'air d'être un bon mec. Il a quand même beaucoup de qualité, ce garçon. Je pense que en termes de maturité, ça manque encore un petit peu de maturité sur certains moments, même s'il progresse petit à petit à chaque fois. C'est juste un joueur incroyable, et je pense que ça doit être fun d'être avec lui. Ouais. J'ai fait un calcul parce que du coup, je voyais donc LeBron et KD. LeBron, meilleur scoreur de l'histoire. KD, il est 7e actuellement. KD, on sait qu'il a eu 2 grosses blessures dans sa carrière. Il s'est fait les croiser une fois avec OKC et il s'est fait le tendon d'Achille avec Golden State. Concrètement, Kevin Durant, il a raté 2 saisons en NBA. Je me suis amusé, j'ai calculé 2 saisons de Kevin Durant à 28 points par match, à peu près ce qu'il avait ses chiffres dans son prime, sur 70 matchs de saison régulière. Ça fait 4000 points de saison. Avec 4000 points de plus, Kevin Durant, il serait 4e meilleur marqueur de l'histoire devant Kobe Bryant. Il y aura juste Malone, Karim et LeBron devant lui. Il s'est fait de grosses blessures. Après, il a eu d'autres blessures. Kevin Durant, il fait pas des saisons à 80 matchs tous les ans, très loin de là, mais il a vraiment raté 2 saisons pleines en NBA, et donc tu leur rajoutes 4000 points, il est 4e scoreur de l'histoire. C'est pour dire aussi qu'Anthony Edwards, mine de rien, il est sur des bases monumentales, le mec. C'est-à-dire que s'il conserve grosso modo ce rythme, il sera à l'aise dans les 10 meilleurs marqueurs à la fin de sa carrière. Même si on en est très loin, il a que 24 ans. On en est loin. Il a que 24 ans, il aura 25 ans en août prochain. Donc et après, il faut se rendre compte des réalités aussi. Même si ça a été un homme de fer jusque-là, une blessure, ça arrive à n'importe qui. Tout à fait. Mais c'est vrai que dans l'absolu, il est dans les standards et dans les top 10, oui, évidemment. Et en même temps, tu peux me dire un truc qu'il ne sait pas faire ? Mais justement, cette saison, encore plus que les précédentes, en fait, il a encore gagné, je trouve, un peu en maturité, mais surtout la dernière série contre OKC, je pense, l'a fait beaucoup réfléchir, je parle en play-off, quand il s'est cassé les dents sur la défense du Thunder. Alors, c'était pas le premier, c'était pas le dernier, mais on a vraiment senti, parfois, il était tellement seul avec le ballon à devoir tout faire, que tu voudrais dire qu'il faudrait quelqu'un à côté de lui qui gère le ballon un petit peu. Exactement, il faisait des mauvais choix, il allait souvent s'empaler sur la défense, et il a vraiment gagné en consistance dans son jeu. Il est plus patient parfois, balle en main, il va un peu moins dans le tas, il s'est évidemment énormément amélioré à 3 points, ce qui aide. Ça aide beaucoup. En fait, offensivement, Anthony Edwards aujourd'hui, je trouve qu'il sait tout faire. Il n'a pas grand-chose. Il n'a pas grand-chose à envier au tout meilleur de cette ligue. Franchement, je ne lui vois pas de point faible. Et évidemment que le fait de sa progression à 3 points, ça l'aide beaucoup. Parce qu'avant, c'est vrai qu'il allait souvent dans le tas chercher les fautes. Et c'est un peu compliqué parfois. Parce que là, après dribble ou en catch and shoot à 3 points, c'est un danger public en fait. Donc oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je trouve qu'il progresse. Et dans la maturité, c'est important parce que effectivement, il va moins dans le tas quand il y a besoin. Il réfléchit un petit peu plus. Il est plus dans la lecture. Et on sent un vrai progrès par rapport à ça. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Oui. Quand il est plus patient, effectivement, il sait aussi faire plus confiance à ses coéquipiers, ce qu'il avait peut-être moins tendance à faire à une époque. En fait, c'est un joueur
hyper mature, alors qu'il a que 24 ans, et c'est déjà en fait sa 6e saison en NBA, donc ce qui est logique finalement. Logique, il est arrivé ultra jeune en NBA, il avait 19 ans. Puis il est dans la réaction souvent. Tu te rappelles le match contre Atlanta où il part, il s'embrouille avec tout le monde, ça. Mais tout le monde sait qu'il va faire un super match après. Tout le monde sait, parce qu'il est dans cette réaction, dans cet orgueil, dans cette envie, et dans la foulée, ils enchaînent plein de victoires, Minnesota, et lui est exceptionnel. Donc c'est ce type de joueur un peu je vais le dire, à Jordan un peu, tu vois, où c'est vraiment sur l'orgueil. La comparaison, je trouve elle est hyper simple. Elle est ultra évidente. Au-delà du physique. Oui, non, mais moi je parle de caractère. Du basketteur, oui, évidemment, mais je trouve en termes de caractère. Tu rates un match, c'est pas bien, tu fais perdre ton équipe, le prochain match, t'es là. Et ça, c'est fort. Minnesota qui est quand même remonté à la 4e place à l'Ouest, 26 victoires, 14 défaites. Je dis pas qu'il doit être MVP cette saison, loin de là. Maintenant, la question que je te posais là avant qu'on fasse le podcast, c'était est-ce que c'est lui le futur MVP américain, enfin, que toute l'Amérique attend depuis James Harden. C'est le dernier MVP américain. Alors, Joel Embiid a eu le passeport entre-temps, mais à l'époque, il était camerounais quand il a gagné son titre. Et je pense qu'il ne l'aura plus. Non, là, ça sera même s'il est très bon, même s'il est très bon en ce moment. Il n'a pas joué le dernier match, mais quand il joue, il est vraiment exceptionnel. Je sais pas, parce que pour moi, il y a 3 joueurs qui sont aussi intéressants que lui, au moins. Jaylen Brown, il est incroyable. Et vu la saison que fait Boston, je trouve que c'est incroyable. Je pense qu'à la fin, il y aura beaucoup de joueurs qui ne seront pas dans les 65 matchs. Donc ça va se décider avec des joueurs qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'avoir, parce que beaucoup auront dépassé ce seuil. Donc Jaylen Brown, attention à cette année, déjà. Vraiment. Et ensuite, si Shea se blesse, là, il a un vrai ticket. Il a quasiment un boulevard. Je suis d'accord. Et ensuite, t'as Maxi qui est quand même un joueur exceptionnel aussi et qui est le leader de ces Sixers qui font pas une si mauvaise saison que ça malgré le début de saison un peu compliqué. Et je pensais à qui? Kate Cunningham. Kate Cunningham qui est aussi hyper intéressant, premier à l'Est, une maturité incroyable pour son âge, etc. Donc ces 4 joueurs-là sont potentiellement des All-Stars. Et dans le timing, le premier pour moi qui peut y arriver, encore une fois, s'il y a une balance avec Shea, ça peut être Jaylen Brown. Ouais, moi je pensais pas forcément à cette saison où effectivement j'avais pas pensé à la blessure de Shea. Et s'il n'y a pas de blessure, ça sera pas pour cette saison. Mais je sais pas. Sur les 2-3 années, même si Shea se blesse pas, tu penses que Jaylen Brown il a un coup à jouer? Alors objectivement. Moi je vois pas Kate Cunningham l'avoir par exemple. Donc Kate Cunningham non, c'est pour ça que le seul pour cette saison c'est Jaylen Brown. Mais Jaylen Brown est en train de faire une saison fantastique. Les Boston qu'on avait enterrés est en train de faire une saison fantastique. Et je sais pas ce qui se passe avec la NBA, ils aiment pas trop les back-to-back, ils aiment pas trop sur les joueurs du mois. Plusieurs fois on change parce que c'est un peu lassant que ce soit toujours les mêmes. Et donc je me dis, je sais pas, Shea il joue 3 quarts temps, parfois au début de saison il jouait 3 quarts temps. Enfin tu vois. Il y a un truc aussi, c'est que les joueurs, pas que, mais essentiellement des journalistes américains quand même, qui votent, des journalistes du monde entier, mais il y a quand même une grosse part de journalistes américains. Exactement. Si jamais tu leur donnes la possibilité de voter pour un Américain et que ça soit un minima logique, franchement, ils peuvent aussi se dire à l'instant T. Shea, tant pis pour lui. À l'instant T, il est top 3, Jaylen Brown. Ouais, je pense, ouais. Si t'enlèves, tu comptes Jokic ou t'enlèves Jokic? Jokic, je l'enlève. Tu l'enlèves parce qu'il fera pas les. Normalement, il fera pas les 65. J'ai mes doutes quant à ça, mais moi, dans ma tête, je l'enlève. Donc pour moi, il est top 3 en fait. Il y a quoi? Il y a Shea en premier et tu mettrais qui en 2? Et après, c'est plus compliqué déjà. C'est assez compliqué, ouais. Moi, je te dis. Parce que c'est sur le nombre de matchs déjà, c'est sur. Yanis, est-ce qu'il fera les matchs? J'ai lu une déclaration à lui, je suis pas sûr qu'il les fasse. Non, je pense que pour Yanis, pour Luka, ça va être très limite. Ça va être très limite. Faut pas qu'il rate de match, sinon je mettrais Luka en 2. Oui, mais s'il fait les 65 matchs. Ça va être chaud aussi, je pense. Ça peut être chaud. Donc, on va dire qu'on enlève Wembanyama, Luka, Yanis, Jokic. Déjà. Donc, ça fait plus que Shea. Et après, en deuxième. Peut-être que Jaylen Brown est deuxième. Peut-être que Jaylen Brown est deuxième. Et Jalen Brunson. Moi, j'avais Jalen Brunson potentiellement sur le podium aussi. Oui. Après, qui est américain aussi, du coup, ça marche. Kate Cunningham, Brunson pour moi. Pas très loin. Mais oui, j'entends. Qui on aurait pu avoir... Non, moi j'avais noté aussi pour le futur, pas pour cette année, évidemment, Jason Tatum. Mais tant qu'il restera, tant que Brown et Tatum joueront ensemble. Regarde-moi bien. Tant qu'ils joueront ensemble. Jamais de sa vie, Jason Tatum ne sera MVP de la NBA. Jamais. Même si un jour le duo se sépare avec Jaylen Brown. Jamais de la vie, il sera MVP de la ligue. Même si Non, Jamais. Et sinon, là tu vas hurler, bien sûr, mais. Ce qui fait, moi il m'impressionne cette saison, c'est Donovan Mitchell. Je sais que Cleveland est mauvais. Lui,
individuellement joue à un il est très, très haut niveau. Sauf que, encore une fois, pour moi, c'est important de faire des statistiques. Et Mitchell, honnêtement, heureusement qu'il est là pour son équipe parce que ce sera encore pire. Mais je trouve que les résultats de l'équipe doivent influer aussi sur ça. Oui, un minimum. Ouais. Et pour moi, ça tourne pas assez. Alors, ça peut changer avant la fin de saison, clairement. On n'est même pas encore à la mi-saison, il faut le rappeler. Mais à l'instant T, j'ai du mal à mettre Donovan Mitchell à cause des résultats de l'équipe et pas de ses résultats personnels parce que personnellement, moi, je suis très impressionné par les matchs qu'il peut sortir. Ah ouais, c'est vraiment du très haut niveau ce que fait Donovan Mitchell. C'est la crème de la crème. Tu imites qui là Chris Singleton, la cream of the cream. Fais bang 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 pour voir. Bang bang bang. Ah voilà, je sais que dans les commentaires YouTube, les gens adorent le bang 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 de Chris. Donc il faut le faire le plus souvent possible. Mais surtout que là, on avait vraiment l'impression que c'était Chris. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'écoutent que en podcast, qui n'ont pas la vidéo, ils peuvent se dire mais en fait il y a Chris Singleton qui est rentré dans le studio. Et ils peuvent écouter vraiment juste parce qu'il y a Chris en fait. Bon, on passe dernier thème parce qu'après il va falloir couper. Houston est-il un prétendant au titre? J'ai cru que tu allais me faire la vanne de Houston. Est-ce qu'on a un problème? Non, parce que là, pour le coup, il y a un vrai problème en ce moment à Houston. Évidemment, prétendant au titre, je fais exprès de le dire parce que c'est justement ça va très très mal en ce moment aux Rockets. 3 défaites de suite, 2 contre 4 Portland. défaites sur les 5 derniers matchs. Ouais. Et leur seule victoire, c'était contre Phoenix. 100 points, ils ont marqué 100 à 97. Donc offensivement, ça va très mal. Excuse-moi. J'allais dire tout ça, mais tu m'as. Mais on fait un super duo. Non, mais surtout la défaite cette nuit contre les Kings, malgré le retour de Alperen Şengün. Elle est un peu gênante pour une équipe qui voyage très mal. 11 victoires, 12 défaites. Est-ce que tu as vu passer l'info qu'en fait, ils n'avaient pas trouvé d'hôtel à Sacramento et qu'ils ont fait la route Houston-Sacramento J'ai pas vu cette info. En voiture? J'ai pas vu cette info. Si. Mais il y a combien de kilomètres? Enfin, je sais pas, mais j'ai vu l'info, là, un insider américain qui suit les Rockets. En fait, ils n'ont pas trouvé d'hôtel à Sacramento. Mais ils reçoivent quand les calendriers, les mecs? Mais je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ça c'est mal. Au niveau de la gestion du planning, ça s'est mal passé. Donc en fait, c'est en train de m'expliquer. Sur le terrain, ça va mal, mais dans les bureaux, c'est pas Houston-Sacramento, c'est pas la porte à côté, mais enfin c'est pas non plus, c'est pas Portland-Miami quoi. Tu fais pas. Je vais regarder, tiens. Mais ouais, non, c'est pour te dire qu'en fait, quand il y a rien qui va, il y a vraiment rien qui va. Comment tu les vois en ce moment les Rockets? Je sais que de base, t'es pas le plus grand fan cette saison de en fait, moi, je regrette d'avoir tout cassé. Moi, j'aimais bien Jalen Green et j'aimais bien Dylan Brooks. Et je trouve que c'est un peu dommage de s'être séparé. C'est un jeune et l'autre chien fou pour faire quelque chose. Donc moi, quand on casse tout, alors que l'équipe fonctionne plutôt correctement, ils étaient deuxième quand même l'année dernière. Ouais. Pendant un moment. Après, je sais pas si ça a terminé deuxième, mais en tous les cas, ils ont été au moins pendant un moment deuxième. Ça me dérange un petit peu déjà dans l'absolu. Après, évidemment, quand t'as KD, t'as envie de le faire et c'est assez logique de le faire, mais c'est vrai que j'ai l'impression que depuis que KD est là, c'est un peu Şengün, KD, de temps en temps c'est Amen Thompson, et c'est un peu à peu près tout en fait. Sur le dernier match, t'as Amen Thompson qui en met 31, je crois, t'as Şengün qui en met une petite vingtaine, et KD qui en met 20, et t'en met 98. Donc ça veut dire que le supporting cast n'est pas très concerné, soit par leur fait, soit par le fait que tu les concernes pas. Donc ouais, j'ai un problème offensif pour eux. 30e pire attaque, 30e au pourcentage, 24% de réussite à 3 points sur les 5 derniers matchs. 24% de réussite à 3 points. À un moment, si tu mets pas des paniers en basket, c'est compliqué. Est-ce qu'il leur faudrait pas un meneur comme Ja Morant, les Rockets? Et tu vires KD? Ouais, je sais pas. Non, tu vires. Non, tu peux virer personne, bien sûr. C'est une plaisanterie. Mais le problème Van Vliet est un vrai problème. On n'en parle plus parce que ça fait quelque temps maintenant. Ça a fait dégoupiller la saison avant même qu'elle commence. Évidemment, sans Fred Van Vliet, évidemment que c'est beaucoup plus compliqué. T'as pas ce meneur gestionnaire qui envoie le ballon où il faut et qui peut te mettre des gros paniers de temps en temps. Donc Minnesota, Fred Van Vliet, c'est bien. L'info que j'avais, en fait, elle était partiellement vraie. Enfin, je l'avais mal expliqué. C'est qu'en fait, ils n'ont pas trouvé d'hôtel à Sacramento et donc ils ont fait le trajet depuis San Francisco jusqu'à Sacramento en voiture. Ok. Et donc ils n'ont pas dormi à Sacramento. Voilà. Ok. Donc c'est un peu c'était juste. Et c'est pour ça qu'ils perdent contre les Kings. Non, ça n'explique pas tout. Mais ça peut expliquer un peu en grosse équipe en plus qui était sur 7 victoires de suite. Ah non, 7 défaites de suite, pardon, autant pour moi. Ouais. C'est Maxime Reynaud est bien, par contre, c'est bien. C'est l'équipe qui perd le plus de ballons en NBA derrière Portland, Houston. Ouais. Ça aussi, c'est problématique. Évidemment que c'est problématique. Ça est en partie expliqué par le fait que tu n'as personne qui
Bah, t'as pas de vraie manière soit gestionnaire de ballon pour gérer le ballon exactement, mais je comprends pas cette équipe. C'est parce qu'il y a 15 jours, je te disais, ouais, ça tourne super bien, c'est super sympa, etc. Là, je trouve qu'ils sont vraiment dans le trou. Sengun n'a pas été là et son retour est difficile, c'est normal, c'est son premier match, donc ça peut l'expliquer. Je pense que ça peut bien fonctionner, parce que quand tu as un joueur du calibre de KD et de Sengun, bah forcément ça aide, mais c'est vrai que là je suis inquiet. Offensivement, c'est laid. C'est vraiment laid. Et le problème pour Houston, c'est qu'on veut en faire une équipe, enfin eux veulent être un prétendant à la couronne, mais tu démarres tu démarres dans ton 5 avec Aaron Holiday pour accompagner Amen Thompson. Parfois c'est Josh Okogie, parfois t'as carrément pas de meneur entre guillemets, c'est carrément Amen Thompson qui joue à ce poste-là, alors qu'il a énormément de qualité, mais je pense que soit c'est beaucoup trop tôt pour lui demander ça, soit il pourra jamais le faire efficacement. C'est en fait, il a énormément de qualité, il peut faire plein de choses et pas forcément ça. Mais il a pas ça en magasin pour le moment. Peut-être jamais, tu vois. Pas en plus, quoi. Il peut le faire ponctuellement, mais pas. Il n'est pas d'un niveau supérieur à ce poste-là. Enfin, dans cette gestion du ballon, amener le ballon où il faut, etc. À chaque fois, non, c'est pas son arme principale en tout cas. Donc en fait, t'es les Rockets, t'es bloqué parce que t'as construit une équipe qui est entre guillemets bâtie pour embêter OKC sur le papier. Et tu vas pas les affronter. Mais tu restes même pas. Non mais ouais, ou alors au premier tour si vraiment ça se termine très très mal pour les Rockets. Mais c'est frustrant, je trouve, pour Houston parce que il manque pas grand-chose encore une fois pour que cette équipe soit l'une des toutes meilleures de la ligue. Je te dis, Fred VanVleet, déjà, c'est très important. C'est vrai qu'on le souligne de moins en moins parce qu'on s'est habitué. Mais c'est vrai que c'est vraiment compliqué de commencer une saison sans ton meneur titulaire qui a cette expérience, etc. Et effectivement, on a l'impression que par moment, s'ils accélèrent un petit peu, ça peut le faire. Mais là, sur les 5 derniers matchs, si ça reste aussi possible d'ici la trade deadline, Houston peut être vraiment un animateur du marché des transferts parce qu'ils ont énormément de joueurs en magasin qui peuvent faire bouger. Ouais. Ils peuvent contenter quasiment tout le monde, quoi. Ouais. Alors, ils le feront pas, mais tu vois, Milwaukee, tu leur proposes des Jabari Smith, Tari Eason et Amen Thompson. Non, mais tu vois, ils ont à peu près tout ce qu'il faut pour contenter n'importe quelle équipe. Et donc, tu veux dire que tu as une raquette où tu as Sengun et Giannis. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et sur le banc, tu as Aquaman. J'ai pris volontairement le joueur qui serait peut-être le plus demandé à la trade deadline, Giannis Antetokounmpo. Amen Thompson, je pense que Amen Thompson, je le bouge pas. Mais tout le monde vend toute sa famille entière pour avoir Amen Thompson, évidemment. Mais donc c'est pour ça que je me dis, ils ont tellement d'ailiers, ils ont tellement de joueurs. En plus, c'est des joueurs qui sont très modernes dans la NBA actuelle. Tu vois, Jabari Smith, Tari Eason, qui en plus lui qui est plutôt bon, je trouve récemment. Mais si ça s'améliore pas là d'ici 3 semaines. Il faudra peut-être vu les prétentions affichées, vu le fait de faire venir KD, à un moment tu peux pas te permettre d'avoir ce type de saison. Donc effectivement, si dans les semaines à venir ça bouge pas, il faudra bouger justement. Toi tu lui tomberais dessus à KD si Houston se plante complètement là cette saison et passe pas le premier tour des playoffs par exemple? Franchement, tu le trouves pas un peu irréprochable? Alors on l'a vu un peu s'énerver dernièrement parce qu'il en avait marre et je peux comprendre sa frustration, mais dans l'absolu. Tu peux lui reprocher quoi? Même Ime Udoka est venu en disant un mec de 40 ans quasiment que tu fais jouer autant parce que personne n'est capable de prendre le relais, c'est un vrai problème. Non, mais il dit on le fait sortir 3 minutes, on prend plus 17. Ouais, c'est ça. Mais il a raison. Mais après, tu l'as fait venir pour ça d'un côté, donc l'âge ne doit pas intervenir dans ça. Mais je comprends son discours, c'est de lui en gros il fait ce qu'il a à faire quoi. Faites-le aussi vous. Et c'est vrai que ça manque un petit peu de relais. Mais c'est quoi la marge de progression de cette équipe finalement si tu restes toujours avec ce problème de meneur de jeu que tu n'as pas? Il y a des moments où ça tournera bien, d'autres moments où ça ira moins bien, mais le plafond il est assez évident pour Houston. Ah oui, mais évidemment, le problème de meneur est ultra handicapant. Donc comme tu le dis, peut-être c'est le moment de bouger et de récupérer un meneur, sur cette trade deadline, plus que Giannis. Parce qu'à l'intérieur, normalement, t'as pas trop de problèmes. T'as bien compris que j'ai fait exprès de dire. Mais moi aussi, c'est pour te taquiner, mais dans l'absolu, un meneur, ça serait pas déconnant en fait. Bon, bah écoute, on a tout dit? J'ai l'impression. Ouais, et super. Bon, écoute, je te souhaite une bonne suite de journée. Oui. A priori, elle est encore un peu chargée de ce que tu m'as dit. Et hyper importante pour ton avenir. Exactement. Est-ce que je vais être transféré ou pas? On ne sait pas encore. Enfin, parlons pas de ça. Parlons pas de malheur. Pitié. Écoutez, bonne fin de journée à toutes et à tous. Et à très bientôt, fin de semaine, je crois, pour un nouveau numéro avec, bien sûr, Jacques Monclar. Ciao.